j'ai créé TikTok, sur bientôt. Si je pas bien Attendez, test, salut démocratie. S'il vous plaît, on peut s'installer. Hein? On peut s'installer. Ouais, vous pouvez vous Quand même. Hein? OK. OK. Non, on peut le je vous laisse la place et si ça vous ennuie, vous allez lire le résumé de Michel. I think we should go in the middle, Julie, I think. I'll go over here. Vous êtes prêts? Allô? Ah, d'accord. Ah, non. Non. Dama seet rek naka dafa mujjee démb rek loolu mais nag Mariam da ngay guddee de ah d'accord
On est prêt à démarrer? Ça dépend de vous-même. Oui, oui, je pense qu'on est prêt. Ça dépend de vous. Oui, on est prêt, on est prêt. Bien, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Mohamed Ba. Je suis membre de Sénéval, l'Association sénégalaise d'évaluation. Je m'occupe du comité scientifique. Antérieurement, donc, je m'occupe aussi de la formation de ce qui vaut ma présence à ce niveau-là. Nous sommes ici pour une rencontre, des échanges, un partage d'expériences avec Madame Julie Poncelet, qui est experte en évaluation, avec Yann Rockwood, qui vont se présenter tout à l'heure. Personnellement. Donc, c'est pour des échanges simplement. Nous allons converser. Nous allons commencer par écouter Madame Julie Poncelet. Ensuite, M. Yann Rockwood, qui a quelques questions assez importantes, qu'on juge importantes, qu'il va poser, et cela va déclencher un peu, si vous voulez, le processus de concertation. Je vais donner donc la parole à Mme Julie Poncelet pour qu'elle se présente. Et ensuite, on va donner la parole à Yann. Il y a le coordinateur adjoint de CLIER qui vient d'arriver. Soyez la bienvenue. Merci bien. Bonjour à tous, je m'appelle Julie Poncelet, je suis évaluatrice indépendante basée aux États-Unis. Je travaille principalement avec les organisations Access pour les jeunes, les femmes et les communautés dans le milieu de l'éducation, le développement de la jeunesse, le développement de capacités civiques et le développement des communautés. Je suis aussi coordinatrice du groupe thématique l'évaluation
c'est de dire, OK, l'évaluation, c'est une chambre très vaste, c'est une chambre, c'est une fonction, c'est une profession, c'est un métier en pleine évolution. Il y a des débats. Dans ce point de vue à elle, n'est-ce pas, à son avis, quelles sont les grandes questions à l'heure actuelle, les grands défis pour l'évaluation au plan mondial? Et ça peut intéresser surtout des jeunes dans notre assistance d'État qui préparent leur avenir et qui veulent savoir sur quel pied danser pour avancer dans ce domaine. On va revenir vers vous un peu plus tard. Mais tout d'abord, on voulait demander à Julie de nous dire un peu pour elle quelles sont des questions qui émergent, des grands défis en évaluation dont il faut être au courant. Peut-être qu'ils sont déjà au courant, mais c'est toujours bien d'avoir un petit rappel de l'extérieur. Et Julie, ça c'est le premier chapitre de notre échange. Alors, les grands débats, les grandes questions en évaluation, je crois qu'un des éléments qu'on considère qu'on essaie d'avoir plus de débats, c'est en fait la question de l'inclusion. Et ça, je veux dire, qui veut faire partie des évaluations, des systèmes, qui est intégré dans la prise de décision ou qu'est-ce qui va être évalué, comment, quels sont les paramètres de l'évaluation, quelles sont les méthodes. Alors, l'inclusion. Et quand on pense au terme, au concept de l'inclusion, il y a en fait d'autres termes qui sont liés. Par exemple, on peut penser à l'inclusion, vous savez, quand on pense aux équipes, par exemple, pendant la formation, on a présenté le cadre ERIC, qui est un cadre éthique pour l'engagement, la recherche, l'évaluation avec les jeunes. Il y a 3 éléments dans ce cadre. Et en fait, le cadre peut être appliqué avec les adultes qu'avec les enfants. Il y a des questions de droit. Tous les citoyens ont des droits. Et quand on pense à l'inclusion des parties prenantes, des participants, des communautés dans les évaluations, on doit y penser vis-à-vis des droits. Il y a aussi un élément de relation. Et en fait, les relations sont très, très importantes dans l'évaluation. L'évaluation, la recherche se passe au milieu de conversations, d'engagement entre les chercheurs, les évaluateurs, les participants de programme, les communautés, les organisations, les membres de gouvernement. Alors, il y a beaucoup de différentes relations, il y a beaucoup de différents types de pouvoirs, de niveaux de pouvoir. Alors, les relations sont très importantes. Et le dernier élément de ce cadre éthique, c'est la réflexivité. Et ça, c'est la réflexivité des rechercheurs, des évaluateurs. Il faut vraiment qu'on se pose beaucoup de questions. Même avant de commencer un projet d'évaluation, il faut qu'on se pose des questions vis-à-vis des éthiques, vis-à-vis est-ce que c'est vraiment des questions, est-ce que c'est un processus qui va avoir un bénéfice actif pour les membres de la communauté, pour les jeunes. Parce que si c'est seulement un bénéfice limité pour un petit groupe de personnes, est-ce que ça c'est suffisant pour engager les parties prenantes dans un processus d'évaluation? Il faut aussi qu'on pense à nous-mêmes, notre pouvoir en étant évaluateur, en étant chercheur, dans le milieu du travail qu'on fait vis-à-vis des programmes, des politiques, des projets. Alors vraiment engager dans un processus de réflexivité est très important quand on pense à un cadre éthique pour être sûr que l'inclusion de ceux qui sont les plus touchés par les programmes et les plus touchés par les résultats de l'évaluation sont inclus dans le processus d'évaluation du début à la fin. Il y a aussi un élément, quand on parle d'inclusion, on parle aussi de ce qui est culturellement représentatif ou contextuellement important. Alors, les méthodes qu'on utilise peut-être aux États-Unis, il y a peut-être certains éléments de ces méthodes qui peuvent fonctionner au Sénégal, par exemple, mais qui doivent être contextualisées. On doit être sûr qu'elles vont fonctionner au niveau culturel. Si elles ne fonctionnent pas au niveau de la culture, au niveau du contexte, la qualité des données sera en question.
On ne sait pas si on aura en fait des bonnes données, on ne pourra pas engager avec les parties prenantes pour faire la collection des données. L'analyse des données, peut-être que l'interprétation des données ne sera pas bonne, parce qu'il y a certains éléments qu'on ne comprendra pas. Alors, il y a beaucoup de conversations sur le sujet de qu'est-ce qui est culturellement représentatif et comment est-ce qu'on détermine ce qui est culturellement représentatif, qui devrait inclure dans ces décisions, comment est-ce que les décisions sont développées, comment est-ce qu'on développe des critères et des standards pour être sûr que le processus, les méthodes sont culturellement représentatifs. Un autre élément est de plus en plus complexe. On habite dans un monde dynamique où il y a des éléments qui sont émergents, qui émergent toujours. Alors, il y a beaucoup de dynamique. On a besoin d'un certain montant de flexibilité. Et bien sûr, il y a une tension quand on dit qu'on a besoin de la flexibilité dans l'évaluation, parce que l'évaluation doit être un processus systématique. On doit avoir un plan, mais comment est-ce qu'on introduit l'idée de la flexibilité dans un système qui est dynamique, qui est complexe? Et quand je veux dire complexe, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution technique pour ces problèmes. Ce n'est pas une solution simple. C'est une solution ou c'est plusieurs solutions qui se fait en relation avec le contexte, en relation avec la culture, en relation avec les personnes, en s'assurant que le travail est éthique et que l'équité et la justice fait partie de ces considérations dynamiques. Un autre élément qui est lié au concept de l'inclusion, c'est les membres de l'équipe de l'évaluation. De plus en plus, le travail, au moins chez nous, se fait en équipe. Et les membres de l'équipe ne sont peut-être pas tous les évaluateurs. Peut-être qu'ils ont déjà travaillé avec les évaluateurs, ils connaissent le milieu de l'évaluation, mais eux-mêmes ne sont pas évaluateurs. Peut-être qu'ils travaillent au niveau de la planification stratégique, le développement des organisations ou des politiques. Peut-être qu'ils sont animateurs ou animatrices. Alors, vraiment penser à une équipe d'évaluation qui représente la communauté ou représente le contexte, qui ont les qualités, l'expertise, les compétences nécessaires pour adresser les besoins de l'évaluation, et aussi de penser à les membres de l'équipe vis-à-vis aux membres de la communauté. Par exemple, quand je travaille avec les jeunes, ça veut dire que les jeunes font partie de l'équipe. Et il y a beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on intègre les jeunes d'une façon pas seulement éthique et équitable, mais légale? Comment est-ce qu'on fait une demande à une jeune personne, par exemple, de signer un contrat? Comment est-ce que ce contrat est écrit? Est-ce que la jeune personne comprend ce qu'on demande d'eux? Est-ce que nous, on comprend ce que la jeune personne demande de nous en étant membre de l'équipe de l'évaluation? Alors, il y a beaucoup de questions vis-à-vis des membres de l'équipe d'évaluation. Certainement, pour être sûr qu'il y a les expertises et les compétences nécessaires, mais qui est aussi des opportunités pour intégrer la voix et les choix des parties prenantes comme les gens et les membres de communauté dans un processus d'évaluation du début à la fin. Et maintenant, il y a beaucoup de questions, comment est-ce qu'on fait ça d'une façon légale, mais aussi éthique vis-à-vis des contrats, des documents d'accord entre les membres de la communauté et les équipes d'évaluation ou les projets. Et aussi d'être sûr d'avoir des opportunités pour des évaluateurs émergents. Alors, ça peut dire, par exemple, comme des jeunes évaluateurs qui sont en train de finir leurs études, ou peut-être quelqu'un qui est sur sa deuxième, troisième ou quatrième période, qui a participé dans le projet d'évaluation et qui est fort intéressé et qui ont des capacités uniques qui sont liées très très bien avec l'évaluation. Et en pensant à l'inclusion, de plus en plus, un des grands thèmes, c'est bien sûr les enfants, les adolescents et les jeunes. Ça, c'est qui sont la population majorité du monde.
Alors, comment est-ce qu'on inclut ces enfants, les adolescents et les jeunes dans un processus d'évaluation, de sûr que le travail est vraiment centré, pas seulement sur leurs besoins, mais d'une façon qui peuvent participer. Alors, on doit penser à des idées de pouvoir, parce que souvent, quand on intègre les jeunes dans un processus avec les adultes ont parfois du mal à partager le pouvoir, le prise de décision avec les jeunes. Alors encore, on se retrouve à ce principe de relation. Tout se fait en relation. Voilà. Alors, je crois que ça sont les grands thèmes. Merci beaucoup. Je pense que c'est déjà une bonne levée de rideau et ça montre que nous tous ici, ça on le savait déjà, mais pour ceux dans la salle et ceux qui sont connectés, n'est-ce pas, que l'évaluation n'est pas une activité mécanique. Il n'y a pas un seul modèle, une seule approche, mais il faut construire des approches en fonction de toutes les considérations qui viennent d'être évoquées maintenant, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que l'évaluation exige des expertises diverses et multiples, n'est-ce pas? Donc, le travail d'équipe est important. Ces éléments-là, je pense, sont des messages importants. Et aussi, ça prend du temps. C'est pas la chose qu'on peut faire à la va-vite. C'est un peu, c'est le problème parfois comme nous ici, on veut tout conclure, faire l'évaluation 2-3 mois, signer les contrats, etc., n'est-ce pas? C'est quelque chose qui prend du temps et qui exige de confiance entre les acteurs, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui sont connectés aujourd'hui, le message de notre décideur ne s'adresse pas simplement aux évaluateurs, aux évaluatrices, n'est-ce pas? Bien sûr, ce sont des personnes qui doivent tenir compte de tous ces éléments d'éthique et d'inclusion, mais c'est ceux qui financent les évaluations, c'est ceux qui initient les évaluations, qui gèrent les évaluations, doivent être au courant, doivent être sensibles à ces facteurs-là pour que l'exercice puisse se dérouler en respectant un certain nombre de normes pour avoir un certain nombre de probabilités de qualité. Bon, avant de passer au prochain chapitre de notre échange sur le rôle respectif des évaluations, des associations d'évaluation, n'est-ce pas? Je voudrais revenir avec notre visiteur sur deux, trois points, n'est-ce pas? Qui sont souvent soulevés dans les conversations. La première chose, c'est la question des nouvelles technologies, n'est-ce pas? Est-ce que les nouvelles technologies ont changé quelque chose? Est-ce que le fait qu'il y a des données massives, qu'il y a des TikTok, des moyens, des médias sociaux, etc., tous ces éléments de nouvelles technologies, n'est-ce pas? C'est sûr et certain, aux États-Unis, avec tous les moyens, tous les investissements, n'est-ce pas? Vous avez certainement certaines expériences de bons et de mauvaises. Et n'oublions pas, on a toujours l'argent, même des expériences qui n'ont pas toujours bien marché. C'est ça un peu, surtout pour les jeunes dans l'assistance. Toujours, il faut se rappeler du fait que si vous faites ce qu'on a toujours fait, vous n'allez pas faire des erreurs, on ne va pas vous critiquer, mais probablement on ne va pas changer grand-chose. Il faut innover, il faut oser, il faut sortir, il faut essayer de chercher des méthodes novatrices. C'est pas fait, ils ne vont pas marcher, ne vont pas marcher ces méthodes. Donc, je voudrais un peu dire à Julie, elle a l'expérience maintenant sur 20 années, n'est-ce pas? C'est tellement, ces outils de travail, ces démarches ont énormément changé, peut-être pour le bon, peut-être toujours, mais pas toujours pour le bon, depuis ces 20 ans. Donnez-nous un peu l'évolution de ces technologies, qu'est-ce que nous devrions, n'est-ce pas, noter pour nous. Allez-y. Alors, la technologie, oui, il y a des avancements très positifs. Par exemple, les médias sociaux sont un excellent format pour communiquer les résultats d'évaluation. Au lieu d'écrire des longs rapports qui sont peut-être lus par un petit groupe, partager les résultats les plus, si vous voulez, collants, les plus tirés, avec un groupe beaucoup plus étendu, avec le public, et ça peut se faire facilement avec les médias sociaux. Alors ça, c'est une forme de communication en fait très puissante, et les formes de communication peuvent être élaborées d'une façon qui va vraiment toucher certains peuples. Alors, comment faire une vidéo pour un groupe de jeunes
comment faire des vidéos qui vont vraiment plaire aux professeurs ou aux parents. Alors, il y a beaucoup d'opportunités d'utiliser les médias sociaux comme forme de communication. Une autre, c'est que, bon, on est ici en train d'avoir une conversation entre nous. Alors, nous pouvons avoir des réunions en ligne. Ça, c'est fantastique parce qu'à un niveau, par exemple, de budget d'évaluation, de toujours devoir se déplacer, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. De pouvoir faire certaines réunions en ligne, ça aide. C'est aussi très, très bon pour l'environnement. Sinon, on dépense un peu moins de ressources de fossil fuels. Et aussi, vis-à-vis de la collection de données, nous avons tous un ordinateur, la plupart d'entre nous ont un petit ordinateur en main avec nos téléphones que nous pouvons utiliser pour prendre des photos, pour faire des méthodes comme Photo Voice, pour faire des vidéos, pour faire aussi des enquêtes, des interviews. Alors oui, ça aide beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup de questions vis-à-vis les éthiques. Par exemple, si nous utilisons, prenez des photos, est-ce qu'on a le consentement des personnes pour leurs photos? Est-ce qu'ils ont en fait signé et dit oui, vous pouvez prendre ma photo? On enregistre parfois sans me poser aussi la question, est-ce qu'on peut vous enregistrer? Alors, il peut quand même avoir des avis de pouvoir et des avis de droit vis-à-vis de l'utilisation de nos petits ordinateurs. Un des sérieux problèmes ou questions qu'on se pose aux États-Unis, c'est les grandes données. De plus en plus, les big data. OK, données massives, je Données pense, massives. c'est big data. Big data. De plus en plus, les analyses qu'on utilise par exemple avec les jeunes avant le début du programme, à la fin du programme, pour savoir mieux connaître, mieux comprendre les effets du programme sur les jeunes, se fait en ligne. C'est toutes des enquêtes qui se trouvent en ligne. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces données? Qui a le droit à ces données? Est-ce que ces données sont identifiées à un niveau individuel? Comment est-ce que ces données vont être utilisées? Comment est-ce qu'on va protéger ces données pour être sûr qu'il n'y a personne qui ne devrait pas avoir accès, qui va avoir accès? Est-ce que ces données, à un moment, vont être vendues pour faire des analyses sur les enfants, pour mieux comprendre les enfants d'un aspect de marketing, pour pouvoir leur vendre des choses? Est-ce que les enfants qui complètent les enquêtes en ligne comprennent que ces données vont exister pour toujours, quelque part? Il y a beaucoup de questions d'éthique vis-à-vis de l'utilisation de la technologie pour pouvoir faire la collection des données. Et je vous donne tout simplement un exemple vis-à-vis des enfants et des jeunes. Mais il y a beaucoup de questions de qu'est-ce qui se passe une fois que cette information vit dans un database quelque part, parce qu'on ne sait pas exactement qui a accès, on ne sait pas exactement comment ces données peuvent être utilisées. Alors, il y a beaucoup de questions vis-à-vis de la technologie. De plus en plus aussi, on trouve l'intelligence artificielle qui est intégrée dans les plateformes d'analyse de données. Ça peut être pour les analyses cal ou quant, alors les numéros, les textes. Et de plus en plus, on utilise l'intelligence artificielle pour faire l'analyse des données. Mais le problème, c'est que l'intelligence artificielle, au moins de ce que je connais, parce que c'est un sujet très complexe et je ne suis pas experte, c'est que c'est une intelligence basée sur qui l'a construit et qui a nourri l'information. Alors, si cette information ne reflète pas la communauté où on a fait le travail, comment est-ce que l'intelligence artificielle va vraiment pouvoir analyser et interpréter les données? Alors, il y a toujours un élément même si ça simplifie, ça nous donne une idée de ce que les données disent, il faut quand même investir le temps pour faire une analyse systématique de ces données et pas tout simplement penser qu'on a cette intelligence artificielle, parce qu'on ne sait pas en fait si cette intelligence est capable d'interpréter les données d'une façon qui est
raisonnable pour le contexte et la culture. L'intelligence artificielle apprend. Oui, on espère. Merci. Merci. Je pense que ça nous a donné un petit aperçu sur cette question des technologies, des avantages, mais aussi certains risques. Et je pense que notre invité a soulevé une question importante qui mérite une réflexion future par le Sénégal dans certaines de nos activités. Je voudrais juste souligner, avant de passer au prochain étape, peut-être deux éléments que nous avons entendus dans ces remarques. Le premier élément, c'est la question de biais, n'est-ce pas? Le biais, d'aborder le sujet avec un certain nombre d'opinions, un certain nombre d'idées qui sont produites de notre propre culture, de notre propre formation professionnelle, de notre genre, de notre âge. Nous pensons tous être objectifs, systématiques dans notre démarche, mais en réalité, tout le monde est conditionné par tout son passé, toutes ses valeurs. Donc, nous devons remettre en question quelquefois nos propres idées, nos propres préjugés, etc. Donc, d'être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus sensible à la culture des autres, etc. Et de se rappeler qu'il n'y a presque pas une objectivité parfaite et complète. Et d'ailleurs, pour cette raison, le travail d'éthique, le travail d'interaction permet plutôt de dégager des opinions, des avis qui sont peut-être un peu mieux fondés. Mais n'oubliez pas, l'évaluation n'est jamais la vérité absolue et c'est toujours d'utiliser les méthodes possibles pour s'approcher le plus possible à une meilleure compréhension de la situation. Et je pense l'autre chose qui est revenue dans certaines de nos discussions avant, nous sommes souvent dans l'évaluation des gens qui ont fait la formation en sciences sociales, économie et tout ça. Et nous avons ce sentiment que l'avoir des informations, on demande des questions aux personnes. On demande des enquêtes, par les entretiens. Et parfois, on peut demander des questions aux gens. Ce n'est pas la bonne façon d'avoir des informations, n'est-ce pas? Parce que les gens, ils réagissent selon la perception de celui ou celle qui pose la question. Il y a beaucoup de sujets quand il s'agit des enfants et des jeunes qui sont très sensibles. Cette semaine, certains ont parlé des enquêtes sur des questions d'excision ou des questions de violence faites aux femmes. Nous avons quelqu'un avec nous de l'AGS, n'est-ce pas? Toutes ces questions délicates, aller poser des questions, ce n'est vraiment pas la meilleure façon d'avoir l'information. Il y a l'observation, n'est-ce pas? Et pour cette raison, maintenant, nous allons essayer davantage. Parfois, même entre les jeunes et les adolescents eux-mêmes, c'est la meilleure façon d'avoir des informations, n'est-ce pas? Parce que parfois, un enfant jeune est plus motivé, est plus ouvert à partager avec quelqu'un du même âge, de la même communauté, etc. Donc, je pense que nous avons la visite de notre spécialiste, n'est-ce pas? Je pense que nous a poussé à réfléchir un peu sur nos propres pratiques, n'est-ce pas? Et peut-être elle va quitter en nous laissant même plus de questions que nous avions dans la tête au départ. Mais au moins, on aura des questions qui peut-être sont même plus percutantes. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous n'allez pas sortir de la salle avec des certitudes, mais avec d'autres questions. Ça va vous pousser à vous informer, etc. n'est-ce pas? Donc, je pense que l'autre chose dont on a parlé, qui était très intéressant pour nous, peut-être elle veut peut-être dire un mot avant de passer à la question avec les associations sœurs. Elle a mis beaucoup d'accent. Elle a déjà parlé un petit peu, mais peut-être elle veut un peu plus approfondir. C'est cette question de communication, n'est-ce pas? Comment, et surtout une fois un travail est fait, vraiment, quelles sont les options qu'elle-même a utilisées pour partager. Peut-être qu'on peut donner un exemple. Parce que quand on partage l'information, il y a une dimension politique, n'est-ce pas? Cette information va peut-être secouer, va remettre en question certaines choses. Et souvent, l'évaluation est portée sur un changement. Beaucoup de projets, de programmes que vous allez examiner en tant qu'évaluateur, gestionnaire d'évaluation, l'objectif, le résultat, c'est changement, apporter des changements. Et vous savez, si vous allez apporter des changements, qu'est-ce que vous allez rencontrer? Des gens qui vont résister au changement, n'est-ce pas? Parce que la situation arrange certaines personnes. La situation est fondée sur leur façon de faire, quelquefois comme ils ont fait depuis 30 ans. Donc, tout à coup, vous venez pour dire, écoutez, nous avons étudié et malheureusement,
votre perception des choses, la réalité ne confirme pas. Donc, je pense qu'elle a vécu de ces situations où le pauvre évaluateur, c'est au milieu de débats qui existent depuis un certain temps, qui vont continuer, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous avez des gilets pare-balles pour vous protéger contre des tirs de tel ou tel côté? Est-ce qu'il y a des gens qui essayent de vous pousser pour soutenir leur opinion plutôt que d'autres? Comment vous naviguez ça? Donc, cette question de la communication et des résultats, le changement, les controverses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dites-nous un peu sur ça, n'est-ce pas? Pour éviter les tours de cheveux gris, j'ai déjà demandé beaucoup, mais... Ça, c'est, oui, ce sont des occasions où on a des résultats dans nos évaluations qui peut-être n'alignent pas avec les préjugés de personnes, certaines personnes qui sont liées à l'évaluation, le programme ou la politique. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on nous demande de peut-être faire des petits changements pour être sûr que les résultats de l'évaluation supportent ces préjugés, ces valeurs. Encore, le début, j'ai parlé de ces éléments d'éthique, de ces éléments d'équité. Et je sais que c'est peut-être une réponse facile. Je travaille d'abord, il faut que j'admette que je travaille plutôt au niveau du programme et de projet et pas de politique. Alors, ce que j'explique de mes expériences est relié à ce niveau-là. Je crois que quand on travaille au niveau politique, je suis sûre qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, par exemple, qui participent dans cette réunion, qui ont des suggestions à partager de façon de bien communiquer ou d'adresser ces tensions de demande. Mais... Juste pour préciser, quand on dit politique, elle veut dire les politiques. Elle ne travaille pas les politiques. Mais il y a des projets ou des programmes qui sont très politiques, n'est-ce pas, comme nous savons. Donc, le mot politique, c'est un peu difficile. Elle ne travaille pas au niveau des politiques, mais elle travaille au niveau des programmes et des projets où il peut y avoir des éléments politiques, n'est-ce pas, les retombées politiques. Voilà. Politique avec petit p, mais pas, je ne travaille pas au niveau des politiques sociales grand plus. Alors, un des éléments très importants dans tous mes projets d'évaluation, et j'ai vraiment beaucoup de chance, c'est que les évaluations sont en fait des évaluations de longue durée. Alors, j'ai le temps d'établir des relations avec les clients, avec les parties prenantes du programme, les parties prenantes même de ceux qui font l'évaluation, qui donnent l'argent pour l'évaluation. Et c'est très important qu'ils ont la confiance dans, pas seulement toi, mais le processus. Et ça prend du temps pour établir cette confiance, cette croyance que ça va être un processus objectif, systématique, mais aussi culturellement sensible et sensible au contexte. Et quand nous travaillons et nous insistons en fait pour l'équipe d'évaluation, qui est les personnes qui sont reliées au programme participent, ils sont membres de l'équipe de l'évaluation, aussi que les participants. Et nous, en fait, on compense les participants. Il y a certains participants qui nous joignent en étant membres ou conseillers du processus d'évaluation. Dans ce cas-là, il est encore plus difficile à la fin de demander de changer les résultats de l'évaluation parce qu'on a passé des mois ou peut-être des années à développer des relations, développer un processus, faire la collection de données, vraiment passer du temps avec l'analyse, l'interprétation des données pour être sûr que ça fasse du sens non seulement pour ceux qui gèrent le programme ou la mise en œuvre du programme, mais aussi pour ceux qui sont les plus touchés par le programme, alors les participants ou les résultats. Et on trouve qu'à la fin, les personnes qui demandent pour les résultats sont un peu plus capables d'accepter les résultats négatifs parce que d'abord, on passe aussi beaucoup de temps en réunion avec eux tous les mois, tous les quelques mois. Alors, je trouve, en fait, ce n'est pas un sérieux problème dans ma pratique, mais je comprends que dans
au niveau des politiques, c'est sérieux. Ok. Je pense qu'à ce stade, on a déjà exploré un certain nombre de pistes, un certain nombre de perspectives. Je pense qu'il y a des gens connectés, il y a des gens dans la salle. Peut-être d'abord, on peut demander pour les gens qui sont connectés, ils ont été patients, ils ont mis du temps pour répondre. On ne veut pas abuser de leur patience. Est-ce qu'il y a des questions? On demande à notre équipe devant l'ordinateur. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat, s'il vous plaît? Il y a deux questions. On va écouter les questions du chat. C'est notre secrétaire permanente qui va nous les proposer les deux questions. On va prendre peut-être les deux à la fois. Les questions sont claires. Pour la première question, il y a Romain qui demande quelles sont les étapes du processus du but de l'évaluation à la pratique. Répétez lentement, s'il vous plaît. Quelles sont les étapes du processus L'évaluation. du but de l'évaluation à la pratique? L'évaluation à la pratique. C'est l'intitulé de la thématique. De la thématique. Et la deuxième question, quels sont les défis de la pratique de l'évaluation à la pratique? Les défis. Les défis de la pratique. De l'évaluation en Afrique. Oui, en Afrique. D'accord. Et la troisième question. Pas grave. C'est l'Afrique, oui, oui. Il y a d'autres? Oui, il y a une autre question de Philippe Diallo. Quel est l'avenir de l'évaluation avec le développement des outils d'intelligence artificielle? Répétez lentement, je me suis, il y a d'écho là, on n'entend pas bien. Okay. Quel est l'avenir de l'évaluation avec le développement des outils d'intelligence artificielle? Quel est l'avenir de l'évaluation? L'avenir de l'évaluation avec le développement. Avec le développement oui. des outils d'intelligence artificielle. On a déjà traité, dans une certaine mesure, déjà, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle. Il y a une quatrième question aussi. Pouvez-vous revenir sur les biais de l'intelligence artificielle en matière de l'évaluation? Les limites. Pour les limites. L'intelligence artificielle en matière d'évaluation. On ne peut pas, mais merci pour les questions de nos audiences. On vous encourage à garder vos questions parce que je dis tout de suite, on ne peut pas répondre à toutes les questions dans la session. Mais tous l'état-major ici de Sénégal, on est en train de noter les sujets de préoccupation, n'est-ce pas? Et nous pouvons revenir là-dessus, n'est-ce pas, pour certaines questions dans les sessions futures, n'est-ce pas? Par exemple, une question comme les défis en Afrique, on peut toucher même notre président de séance, Mohamed, peut-être il est placé pour dire juste un mot là-dessus, et je pense qu'on va revenir là-dessus, n'est-ce pas? Et même chose pour l'intelligence artificielle, peut-être Julie va compléter avec quelques éléments de plus sur les limites, etc. Mais pour ne pas dire des craintes, il y a des gens qui ont des craintes. Est-ce qu'on aurait besoin des évaluateurs en 20 ans ou est-ce qu'on simplement on va donner toutes les données à l'ordinateur, l'ordinateur va vous donner la réponse? Je ne pense pas que c'est ça. Et je pense qu'on va demander à Julie de peut-être parler principalement de la première question, n'est-ce pas, des étapes. Si elle peut revenir là-dessus, un tout petit peu, peut-être pour donner. On ne peut pas, je répète, on ne peut pas dans une seule session même donner justice à tout ce qui est l'étape. On dit que l'évaluation, c'est complexe. Peut-être je vais lui demander dans les réponses où est-ce qu'on peut aller un peu plus vite. Parce que le Sénégal, maintenant, nous voulons aller vite. Il y a un changement de gouvernement, il y a une rupture, il y a des nouveaux plans qu'on essaie de développer. Donc, si vous allez maintenant avoir le président, n'est-ce pas, au palais, de dire on peut tout évaluer, monsieur le président, mais il faut nous prendre 2 ans pour avoir de très bons résultats pour l'évaluation, il va vous dire écoutez, on n'a pas 2 ans, n'est-ce pas? Donc, vraiment, dans les étapes que Julie va peut-être évoquer, elle va dire tout ça. Vous pouvez l'en comprimer, mais certaines choses qu'il ne faut pas compromettre. Parce que si vous vraiment vous sautez certaines choses, vous allez vraiment avoir des mauvais résultats, n'est-ce pas? Donc, peut-être un peu donner un aperçu de ces étapes, mais en mettant l'accent
que nous sommes un continent et un pays qui est pressé. On a des problèmes pressants, des problèmes importants à régler et on ne peut pas se donner le luxe, avec quelques exceptions, des programmes qui s'étalent sur plusieurs années, des évaluations qui s'étalent sur plusieurs, même si scientifiquement c'est important et même c'est nécessaire dans un monde idéal. Donc on peut revenir là-dessus, mais je pense que voilà, on va demander à Julie de donner quelques commentaires là-dessus. Merci. Alors, les étapes d'un processus d'évaluation de but à la pratique, en fait, pour tous mes projets d'évaluation, néanmoins du type d'évaluation, le type de projet, la population ciblée, j'utilise 7 étapes. Et la première étape est une étape, en fait, qu'on engage avant qu'on commence le processus de l'évaluation. C'est là qu'on considère les cadres éthiques, les cadres vis-à-vis des standards d'évaluation, et aussi on se pose des questions, on engage dans ce processus réflexif et on se pose des questions, est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour ce travail? Qui d'autre devrait faire partie de ce travail? Très important de se poser ces questions avant qu'on commence en fait un projet d'évaluation. Est-ce qu'on a besoin d'une évaluation d'ailleurs? Exactement, parce qu'on a besoin d'une évaluation. Pourquoi dépenser de l'argent avec des consultants quand en fait l'argent pourrait nous servir autre part? La deuxième étape, c'est de définir et de contextualiser l'évaluation. C'est dans cette étape où on approfondit notre connaissance du programme. On peut utiliser différents modèles, on peut développer des modèles pour décrire tous les éléments du programme. C'est justement aussi où on apprend qui sont les parties prenantes reliées au programme et à l'évaluation, alors qui sont tous les acteurs. C'est là aussi qu'on fait une analyse des budgets, combien d'argent, d'habitude, si vous faites une évaluation en réponse du RFP, bon, le budget est déjà établi, mais il faut au moins considérer les allocations du budget pour différentes étapes, différentes activités dans l'évaluation. C'est là aussi qu'on fait une analyse du contexte et de la situation. Alors, quels sont les éléments culturels, les éléments politiques, grand P et petit p, alors les politiques dans l'organisation, quels sont les éléments économiques. Tous ces facteurs vont avoir un effet sur l'évaluation, sur la collection des données. Il faut savoir ce qui se passe dans ce moment dans la vie de la population ciblée pour l'évaluation. Et c'est là aussi qu'on détermine le but pour l'évaluation. Alors, quels sont les besoins d'information pour ceux qui vont demander de l'évaluation, pour ceux qui vont utiliser les résultats de l'évaluation, pour ceux qui gèrent les programmes, et aussi pour les participants. Parce que les participants de nos programmes de projet et de politique ont des besoins aussi. Ils voudraient savoir, peut-être qu'ils voudraient savoir un peu plus les éléments de recherche qui ont été dans le développement du programme. Alors, il faut vraiment penser à besoin d'information vis-à-vis à toutes ces parties prenantes. Et à la fin, on va se retrouver avec une longue liste de questions. Alors, il faut quand même avoir une priorité pour ces questions parce que l'évaluation ne peut pas répondre à une liste de 50 questions. Ça, c'est impossible. Alors, cette deuxième étape est vraiment là pour définir et contextualiser les paramètres de l'évaluation. L'évaluation va répondre à ces questions, mais ne va pas répondre à ces éléments ou ces questions. L'évaluation va fonctionner dans ce contexte, mais on comprend et on documente les complexités de ce contexte. La troisième étape, c'est une fois qu'on comprend le programme, on sait quelles sont les questions qui vont guider l'évaluation, quels sont les paramètres, on développe un plan pour l'évaluation. Et ça, c'est le plan que nous allons mettre en œuvre pour, en fait, faire l'évaluation. Alors, on relie les besoins ou les questions d'évaluation à des populations spécifiques, des participants, par exemple, et des méthodes. Comment est-ce que nous allons
quelle méthode est-ce que nous allons utiliser pour faire la collection des données pour répondre à cette question. Et on développe aussi un plan pour l'exécution de la mise en œuvre pour l'évaluation. Alors, qui va faire quoi, quand? Et la quatrième étape, c'est l'analyse, l'interprétation des données. Et ce travail, comme la planification d'évaluation, devrait se faire en collaboration avec les parties prenantes. Et c'est hyper important que l'analyse soit faite avec les participants du programme ou ceux qui vont donner les données. Parce que nous, on va avoir un certain point de vue vis-à-vis de l'interprétation des données. Il y a peut-être certains éléments, on va penser, ah ben ça c'est très important, mais les parties prenantes, par exemple les jeunes qui participent dans les programmes, auront peut-être une autre opinion. Et c'est très important d'intégrer leur voix et leur choix dans l'analyse des données. La cinquième étape, Oui. Oui. Quatrième, l'analyse. Quatrième, c'est analyse. Cinquième. Ah, d'accord. Je me perds dans mon propre processus d'évaluation. Alors, nous avons maintenant, il faut aussi quand on passe maintenant à l'action. Alors, on a les données. Maintenant, contextualize, plan, collect data, analyze. Oui, action, c'est ça. On passe à l'action, pardon, tu vois, j'ai des conversations avec moi-même souvent. On passe à l'action. Alors, on a l'analyse des données, on a interprété les données avec nos collègues et oui, on est sur le, en fait, on est sur le numéro. Alors, le premier, c'est j'ai oublié complètement, j'ai sauté complètement la collection de données. Pardon, je m'excuse. J'étais tellement contente d'aller à l'analyse que j'ai complètement manqué une étape. Je m'excuse, mille pardons. Alors, la quatrième étape, pardon, c'est la collection des données. C'est la collection, oui, de l'information. En fait, c'est on met le plan d'évaluation en action. Et la cinquième étape, c'est ça, c'est l'analyse des données, l'interprétation des données en collaboration avec les parties prenantes. Et la sixième étape, c'est nous avons des données, maintenant nous devons développer des recommandations, encore en collaboration avec les parties prenantes. Nous devons créer un plan de communication ou avoir un plan de communication, de savoir comment on va partager les résultats d'évaluation. Est-ce que ça va être un rapport? Et ça ne devrait pas être tout simplement un long rapport, parce que encore seulement certaines personnes vont lire un long rapport. Alors, de trouver des formes de communication alternatives qui vont cibler différentes audiences publiques pour les résultats de l'évaluation. Et en développant les recommandations, souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est d'engager les parties prenantes dans la planification des actions qu'ils vont prendre basées sur les recommandations. Comme ça, on pense déjà à, bon, on a les résultats, mais quelle est la prochaine étape? Parce que c'est là, en fait, où souvent les organisations ont des ralentissements, des problèmes, à pouvoir prendre les résultats de l'évaluation, en fait, pour faire quelque chose de différent, travailler différemment, améliorer le programme. Alors, l'étape numéro 6, qui est prendre l'action, on essaye de travailler avec les groupes pour les aider à planifier l'amélioration au programme ou l'utilisation des résultats pour prendre une action. Et la septième étape, et une fois que le projet d'évaluation est fini, on fait une réflexion interne avec l'équipe de l'évaluation pour être sûr que en fait, l'équipe avait bien fonctionné, et si l'équipe n'a pas bien fonctionné, qu'on identifie les programmes, les problèmes pour pouvoir améliorer pour la prochaine fois, et aussi avec les parties prenantes pour être sûr que le processus a été un processus qu'ils ont bien aimé, un processus qui les a aidés et un processus en fait qui les a inclus, ils ont appris, où ils se sentent maintenant partie du travail, partie des améliorations, partie des actions.
Alors, c'est un processus de réflexion. Vis-à-vis à la question, si nous voulons faire le travail rapide, qu'est-ce que nous pouvons faire rapidement, sans compromis? Je crois que les premières plusieurs étapes, surtout l'étape pour définir et contextualiser et d'élaborer un plan, ne devraient pas être compromis. Si on compromet, on ne passe pas le temps à vraiment définir ce qu'on a besoin de faire, les paramètres de l'évaluation, on sait qu'il va y avoir des problèmes avec les données. Mais un plan qui a été bien élaboré, en fait, la collection des données peut aller assez rapidement. Et si on lie la collection des données avec une analyse au moment même, ça veut dire que si on fait la collection des données vis-à-vis des observations, une enquête, on peut faire en groupe, où il y a certains éléments qui peuvent se faire en groupe, et l'analyse des données, dans ce moment-là, peuvent se faire en groupe, en collaboration avec d'autres. Alors, la collection des données et l'analyse des données, en fait, peuvent se faire assez rapidement si le plan a été bien élaboré. D'accord, merci. Je pense que nous raisonnons de cela, parce que ce qu'on n'a pas dit dans cette bonne explication des étapes, finalement, ça dépend un peu de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'une précision scientifique très précise? Est-ce que vous avez besoin de bien refléter la situation à travers tout le pays jusqu'aux dernières communes? Parce que si oui, vous allez dépenser beaucoup d'argent avec beaucoup de données. Et si vous cherchez à dégager des grandes tendances, à sortir un peu vraiment les défis majeurs pour un certain nombre des orientations stratégiques, n'est-ce pas? On peut se permettre d'avoir moins de temps, mais c'est ce qui compte, c'est au départ, pourquoi on le fait, pour quelle utilisation, n'est-ce pas? Et on peut toujours, dans la phase d'une évaluation, jeter les bases pour une évaluation future qui va aller plus en détail sur certaines questions quand il y aura un peu plus de temps, plus de ressources. Et ce qu'on a dit aussi, ça dépend à quel moment de la maturité de la politique ou du programme, n'est-ce pas? Si c'est juste au début, si c'est quelque chose qui a eu beaucoup de changements à travers des années un peu compliquées, n'est-ce pas? Ça dépend un peu de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Donc, c'est tous ces aspects du contexte au départ qui jouent beaucoup. Donc, je pense, pour les autres questions, on a parlé de l'intelligence artificielle. Pour les défis en Afrique, je pense que c'est le sujet pour d'autres réunions, mais je dirais à ce stade, un des défis majeurs, et on dit ça, seront des déclarations hier, le coordinateur de CLIA aussi, n'est-ce pas? Un des défis majeurs, c'est que les pays ont des compétences techniques individuellement, ont des activités d'évaluation parfois très intéressantes, mais il n'y a pas qu'un fédérateur. Il n'y a pas une politique globale d'évaluation pour le pays qui vise globalement, c'est comme ça que nous comprenons l'évaluation, c'est comme ça que nous allons être organisés, c'est comme ça que nous allons financer des évaluations, c'est comme ça qu'on va les utiliser, ce sont des types d'évaluation qu'on va faire. Donc, le cadre fédérateur, une politique nationale appuyée au niveau de hautes décisions des autres autorités politiques, n'est-ce pas? Une demande qui ont compris l'évaluation est importante, qui ont mis sur pied un système, une politique d'abord et un système, n'est-ce pas? On a tous les ingrédients dans beaucoup de pays, y compris le Sénégal, au plan technique, mais c'est de les coller ensemble dans un système performant et une politique, n'est-ce pas, qui peut évoluer dans le temps, n'est-ce pas? Et toujours ça me peut-être ça, c'est, je dirais, un défi important, n'est-ce pas? Et je pense que le client, d'ailleurs, ils ont déjà mis beaucoup d'accent sur cette question des systèmes économiques. Maintenant, on va peut-être revenir dans la salle, il y a des gens connectés, mais il ne faut pas non plus pénaliser ceux qui se sont déplacés, n'est-ce pas? Donc, je pense que nous avons toute une série de gens ici, nous avons des jeunes évaluateurs qui font le master au CLIA, au CESAC, nous avons des membres de comité, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez un commentaire ou une question à poser. Je vous avais demandé d'avancer, vous avez refusé, vous êtes loin du micro maintenant, quand vous devez vous lever et courir pour prendre le micro, s'il vous plaît, pour poser des questions si vous avez des questions. J'aurais un commentaire à faire. Voilà, donc vous avez le temps de réfléchir quelques moments. Tu vas pas.
Merci. Ça peut se déplacer? Ah oui, je crois que le cordon est actuellement. Bonjour à nos amis qui sont en ligne. Bonjour à tout le monde. Bien, à vous, déjà, je m'étais présenté. Je voulais intervenir par rapport à l'intelligence artificielle. Je me suis amusé à interagir avec un de mes enfants, c'est un début de la chose, et moi j'essaie de prendre un peu au développement. C'est vrai qu'au départ, l'intelligence artificielle ne réagit pas correctement, mais l'intelligence artificielle est capable d'apprendre. Donc, si on est dans un contexte déconnecté, on peut lui fournir les informations nécessaires. Le contexte africain, on peut lui fournir et il apprend. Et en ce moment, il apprend à donner des réponses de plus en plus adaptées. Mais au départ, c'est effectivement difficile parce que j'ai eu à expérimenter cela. Voilà, c'est ce que je voulais dire en commentaire rapidement. Merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres? Merci, Benoît, pour cette rappel que le rappel est important, n'est-ce pas? On dit dans l'Afrique de l'Ouest, no condition is permanent, n'est-ce pas? Aucune condition est permanente. Et justement, tout change tout le temps, y compris les instruments que nous avons utilisés hier, ne sont pas d'instruments d'aujourd'hui et demain. Mais il faut toujours être vigilant et ne pas vous appuyer sur un seul instrument ou une seule voie. L'idée d'avoir des multiples sources d'informations, la triangulation est importante. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres voix ici dans la salle qui ont question? Oui, mais prenez le micro, s'il vous plaît. Il y avait un micro baladeur, non? Oui, mais ça marche pas. Ah, merci. Venez au micro, s'il vous plaît. Venez. Nous avons ici, celui qui va poser des questions, c'est un étudiant en master, n'est-ce pas? Troisième promotion. Oui, troisième promotion. Et de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, allez-y, vous avez la parole. Ok, merci Léa. Je me présente, je suis Souladi, étudiant en master d'évaluation au projet programme de politique de CESAC. Je suis d'origine ivoirienne. Alors, ma question est relative à comment on appelle l'utilisation des nouvelles technologies dans la publication des rapports d'évaluation en termes de politique. Mais quand je parle de politique, je parle de politique avec un peu, c'est-à-dire la politique gouvernementale. Parce que nous sommes rendus compte que le gouvernement n'avait pas cette culture d'évaluation et de redevabilité. Donc, quels sont là les moyens qui sont mis en place ou bien comment on appelle la publicité qui est faite de sorte à ce que ces rapports soient disponibles pour une meilleure appréhension des politiques qui sont mises en faveur des populations. Donc, c'était là la question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Vous avez d'autres? Peut-être on va réagir peut-être d'abord. Je ne sais pas si... Bon, je vais tenter à répondre si j'ai bien compris la question. Je pense qu'il y a deux dimensions de la question, n'est-ce pas? C'est vrai que les gouvernements, en général, comme nous avons fait la réunion ici au CESAC avec, comment s'appelle, Tessie Kassambas, n'est-ce pas? Nous avions un discutant, M. Barreau, qui a travaillé avec le Cour de compte du Sénégal depuis de longues années. Il a dit le problème, c'est que nos leaders, nos chefs politiques, nos leaders politiques, ils ont peur de l'évaluation, n'est-ce pas? Et c'est vrai, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement les chefs politiques, hein, même chacun de nous, nous avons peur d'être évalués, n'est-ce pas? Dans les organisations, le jour le plus stressant, c'est le jour où vous êtes évalué par votre superviseur. Vous devez remplir le formulaire, vous devez être noté. Donc, c'est l'être humain, n'est-ce pas? Hein, un peu peur, et les sociétés, les politiques, n'est-ce pas? Donc, il faut essayer de créer une situation où ça devient une action normale. Ça devient une façon, n'est-ce pas, habituelle de la gouvernance, n'est-ce pas? Et ça prend du temps. Et certains pays, peut-être, ont réussi un peu mieux que d'autres, n'est-ce pas? En Afrique, on parle de l'Afrique du Sud dans une certaine mesure, l'Ouganda, le Kenya, le Bénin, etc., n'est-ce pas? Mais c'est jamais facile, il y a toujours une certaine réticence, n'est-ce pas? Une question de créer une certaine confiance et de créer une espèce de tradition où on se rend compte. Il ne faut pas être complexé par le fait que les choses ne marchent pas. Il y aura toujours des programmes qui ne marchent pas bien. C'est ça la vie humaine, n'est-ce pas?
Il n'y a pas de programme parfait. Si on crée une situation où on n'est pas prêt à avouer qu'il y a des déficiences, bon, on ne va pas apprendre, on ne va pas avancer. Donc, c'est un climat d'opinion à créer, vous avez raison. La deuxième dimension de votre question, c'est la disponibilité des rapports d'évaluation. Et là, vous avez mis un doigt sur un autre défi pour l'évaluation en Afrique, n'est-ce pas? L'un défi, c'est les rapports d'évaluation ne sont pas disponibles facilement, n'est-ce pas? Si vous voulez faire une étude sur l'évaluation au Sénégal, pour trouver les rapports d'abord qui ont été faits par les services du gouvernement, il faut courir à droite et à gauche. Donc, je pense que, encore une fois, ça commence à changer. Maintenant, les pays commencent à avoir des lois. D'ailleurs, par exemple, les statistiques, en principe, tout ce qui est statistique dirigé par l'ANSD, j'ai l'impression qu'il y a une loi même, n'est-ce pas, qui exige que c'est un bien public qui devrait être, n'est-ce pas, accessible à tous les citoyens sénégalais. Ce n'est pas toujours le cas, mais quand même, et c'est la même chose pour le rapport d'évaluation. Il va falloir faire une législation, une exigence que de rapport. Donc, beaucoup d'organisations maintenant de développement, c'est déjà la politique. Toutes les évaluations, peut-être certaines de certaines qualités, sont toujours disponibles, accessibles, n'est-ce pas? Vous pouvez aller au site web de l'USAID, de l'OCDE, de la Banque mondiale, vous cliquez Sénégal, vous allez trouver déjà un certain nombre de rapports d'évaluation. Mais c'est vrai qu'au niveau du pays, ce n'est pas encore le cas, et je pense que c'est un vrai défi. Donc, il y a ces deux dimensions. Il faut que les gouvernements... Ce qui est intéressant maintenant, c'est que de plus en plus, le Parlement est mandaté à faire des évaluations du gouvernement dans le contexte de leur rôle de oversight, de supervision, de contrôle de l'action gouvernementale, n'est-ce pas? Mais encore une fois, il y a une question de volonté et de capacité, n'est-ce pas? Au Sénégal, c'est autorisé depuis l'amendement de la Constitution de 2016. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Pour des questions de budget, etc., n'est-ce pas? Donc ça, c'est un troisième défi peut-être pour l'évaluation en Afrique et même ailleurs aussi. Vous pouvez avoir des lois et des statuts et des guides et des procédures, mais s'ils ne sont pas suivis, s'ils ne sont pas vraiment intégrés dans l'appropriation, vous pouvez avoir ça, ça ne change pas, n'est-ce pas? Donc c'est la mise en place, la mise en œuvre des politiques de manière consistante. Maintenant, nous avons trois défis pas seulement l'Afrique, ça c'est vrai, hein? C'est le problème un peu partout, je pense, de cela. Bon, il y avait une autre question de la salle, je pense que c'était, si je ne me trompe pas, c'est notre secrétaire général qui voudrait prendre la parole. J'ai dit l'autre jour, est-ce que les secrétaires ou est-ce que les générales? Et je pense que pour nous, c'est une générale, n'est-ce pas? C'est quelqu'un avec autorité sur la gestion de Sénégal. Madame la générale, secrétaire ou secrétaire général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Yann. Moi, je suis Yann Kagefal, je suis juriste de formation et secrétaire général de Sénégal. Donc, merci Julie. Depuis une semaine, vous vous appelez, vous intervenez sur les questions de l'évaluation. Donc, bon, en tout cas, nous sommes aux anges de pouvoir compter sur vous pour partager votre expérience. Et j'espère que nous serons un jour aussi amenés à partager de l'expérience de nos travaux avec vous. Donc, moi, ma question porte sur le résultat. Je vais sauter toutes les étapes et aller au résultat. Donc vous avez dit dans une session que la présentation du rapport dans certains pays peut se faire, soit certains pays ou certains principes, peut se faire, par exemple, dans une page ou dans 3 pages, dans d'autres, c'est accepté jusqu'à 4 pages. Donc, moi, je voulais savoir si on devait présenter les résultats de l'évaluation sur une page, quelle partie serait présentée dans cette page-là? Parce que hier, lors de la présentation, vous êtes revenu sur un outil où, par exemple, on pouvait présenter les résultats de l'évaluation en prenant en compte, par exemple, les forces et les faiblesses. J'ai oublié les colonnes.
Mais je me dis que ce serait intéressant que vous nous disiez à peu près quelles sont les différentes parties si on devait présenter sur une page. Si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez nous communiquer après et nous partagerons sur nos réseaux. Donc, je voulais annoncer par la même occasion aussi que l'enregistrement de la session sera partagé sur nos réseaux sociaux pour ceux qui vont devoir quitter un peu tôt. Merci. Tant que le micro est là, gardez le micro une seconde. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne en même temps? On prend note de cette très bonne question de Fagé sur la communication des résultats. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Je pense qu'il y a une question qui porte sur comment définir le but de l'évaluation. C'est la dernière question. Merci. Ça vient d'où la question? La question de Romalie, Judy, Kael, Joël. Nous avons combien de participants là-bas? Alors, très bonne question. Comment communiquer les résultats d'une évaluation en une page? Et numéro un, il faut vraiment que la communication d'une page soit ciblée vis-à-vis de la partie prenante, du public, de la personne qui va recevoir. Alors, il est, par exemple, pour un projet d'éducation, on crée des communications d'une page. Il y a une communication pour les directeurs d'école qui est un peu différente de la communication pour les parents, par exemple, parce que leurs besoins, l'information qui sont les plus importantes pour ces deux peuples ou audiences sont complètement différentes. Alors, d'abord, il faut cibler, il faut savoir exactement ce qui est important pour ce public. Et pendant la formation, on a, je crois, élaboré cette question. On peut se poser pour vraiment savoir cibler le public et l'information qu'ils veulent, par exemple, qui sont-ils, que font-ils, qu'est-ce qui les garde éveillés le soir, quelles informations sont les plus importantes pour eux. Comment peut-on les attirer et comment peuvent-ils réagir ou résister à l'information? Alors, par exemple, ça c'est des questions qu'on peut se poser pour cibler. On peut aussi organiser l'information vis-à-vis des paramètres de l'évaluation. Par exemple, les questions d'évaluation. Avoir des petits paragraphes ou des infographes qui répondent aux questions primaires de l'évaluation. On peut aussi utiliser, par exemple, les modèles mythologiques ou les théories d'action ou les théories du changement pour représenter les résultats d'une façon en utilisant de l'infographie. Alors, il y a vraiment plusieurs mécanismes qu'on peut utiliser. Très important quand il y a une page, on n'utilise pas seulement du texte, mais aussi qu'on ajoute des éléments visuels, des symboles, des graphiques, pour pouvoir aussi attirer l'attention. Parce que si il y a en fait beaucoup de texte, même une page, parfois ça peut être trop. Et il est important de vraiment savoir quels sont les éléments collants. Qu'est-ce qui va vraiment, et je veux dire, coller sur la personne. Alors, par exemple, si les parties prenantes lisent cette page, il devrait avoir un message clé avec une indication de comment ils peuvent réagir vis-à-vis de cette information. Alors, il y a différents formats qu'on peut utiliser pour élaborer et organiser l'information sur une page, et ça dépend vraiment des besoins des parties prenantes. Et pour définir le but d'une évaluation, ça c'est vraiment la première étape, et la deuxième étape, pardon, où on identifie les besoins d'information vis-à-vis des parties prenantes et on transforme ces besoins d'information en questions d'évaluation. On a aussi besoin de savoir le contexte du programme, l'histoire du programme, la façon dont le programme, la mise en place du programme, les résultats prévus du programme, alors le modèle, s'il y en a, parfois il n'y a pas de modèle.
Mais vraiment, c'est des questions d'évaluation qui guident, qui déterminent en grande partie le but de l'évaluation. Parce que l'évaluation est faite pour répondre à ces besoins. Alors, il y a différents processus pour aider les parties prenantes à identifier leurs besoins d'information et d'articuler des questions d'évaluation. Peut-être pour un peu compléter, comme on l'avait dit tout de suite, l'évaluation peut prendre plusieurs formes, n'est-ce pas, selon l'état d'avancement du programme ou du projet, n'est-ce pas, et selon le but visé, n'est-ce pas, et tout est connecté. Le but, ça peut être la poursuite d'un programme. Est-ce qu'on va poursuivre le programme dans une deuxième phase? Est-ce qu'on va négocier le financement pour la deuxième phase? Est-ce que c'est au cours de mise en œuvre, on veut faire des ajustements, n'est-ce pas? Est-ce que c'est plutôt une évaluation qui va examiner les perspectives de succès, de réussite, n'est-ce pas? Chaque démarche évaluative a ses titres, n'est-ce pas, formatif, sommatif, final, ex-ante, ex-post, il y a tout le vocabulaire, n'est-ce pas? Mais le timing et le pourquoi, n'est-ce pas? Il ne faut pas non plus rester avec une phrase générale. Ça dépend un peu de l'interprétation de but, n'est-ce pas? Mais parfois, pas mal d'évaluations ici, c'est dans le contexte de ces buts, c'est de redevabilité, n'est-ce pas? C'est de montrer au ministère des Finances, de montrer aux donateurs que l'argent est bien dépensé, etc. Donc, c'est un peu ça. Il y a d'autres évaluations qui sont presque de la recherche, n'est-ce pas? Certaines choses que Julie nous a proposées de son travail aux États-Unis, pour nous ici, c'est presque de la recherche, n'est-ce pas? C'est vraiment l'accompagnement constant sur une longue période de la mise en œuvre des politiques, n'est-ce pas? Donc là, il y a une production de savoir, il y a une production ou une coproduction avec les autres acteurs, des connaissances, n'est-ce pas? C'est vraiment un exercice scientifique de grande qualité, n'est-ce pas? Ou bien, il y a juste l'amélioration du programme en cours, n'est-ce pas? Où les gestionnaires ont besoin de savoir est-ce que nos instruments sont fiables. Donc, le niveau de dépenses, la façon de s'organiser et le but, il faut, la question principale, je veux rester ici, ne restez pas sur les généralités. Nous voulons faire une évaluation pour améliorer le programme. Oui, ça c'est très bien. Mais qui va l'améliorer? Avec quelles informations? Et vraiment, et qu'est-ce que nous savons déjà du programme? On n'a pas dit ça suffisamment. Elle a dit ça au début. Chaque programme a son contexte, chaque programme a son évolution, souvent pas bien documenté, pas facile à trouver, des rapports à droite et à gauche, et même des choses qui ne sont pas écrites. La plus importante information, souvent, c'est ce qui n'est pas écrit. C'est ça dans la tête et dans le cœur des gens. Et d'avoir accès à ça, c'est très difficile. C'est la différence entre le formel et l'informel. Et en réalité, les décisions qui comptent et l'évolution qui compte dans la vie d'une politique ou d'un programme, c'est souvent l'informel, c'est des relations, c'est pas documenté. Et quand vous lisez le rapport, ils disent, oui, c'est très bien marché parce qu'on a fait une bonne cartologie, qu'on a fait une bonne réunion des parties prenantes, etc. Et finalement, c'est bien marché parce que le directeur de projet était le neveu du président et on lui a accordé pas mal de ressources et le programme a marché, n'est-ce pas? Bon, ça c'est un exemple un peu simpliste. Et vous avez compris, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est des réseaux, c'est des relations, c'est des connexions, c'est l'informel, etc. Mais on a peur de dire ça dans un rapport, parce que dans un rapport, on peut donner la réponse technique et qui ne reflète pas ce qui s'est passé réellement. Donc tout ça, tout ce contexte, toute cette littérature, toute cette analyse devrait, et trop souvent, quand vous avez le rapport d'évaluation, les gens disent, ah, tiens, on a dépensé tout ça, on connaissait déjà, mais si on connaissait déjà, ça aurait dû être le départ de l'évaluation, pas la fin de l'évaluation. Et ça, c'est le quatrième défi pour l'évaluation en Afrique et un peu partout. C'est parfois, on a des rapports qui ne sont pas très utiles et pas de très bonne qualité, n'est-ce pas? Donc, les hommes politiques ne sont pas très motivés à dépenser encore de l'argent, et pas seulement les hommes politiques, mais même les gestionnaires des projets ne sont pas, ils sont réticents de mettre l'argent dedans parce qu'ils
ça va leur apprendre pas grand-chose, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, il y a toute une dynamique. Je pense que notre modérateur va prendre la parole. Après, on peut terminer la session parce qu'on avait réservé jusqu'à minuit. Et je pense qu'on va demander, pour terminer, à Julie quelques conseils qu'elle peut nous donner comme une jeune association d'évaluation. Pas si jeune, lui, quand même, on a dit 10-12 ans. Mais quels conseils à nous donner? Quelle perspective qu'elle voit pour le partenariat dans l'avenir, la poursuite du partenariat? Nous avons des choses à échanger. Et peut-être quelques mots de conseils pour les jeunes ici dans la salle, moi compris, la jeunesse, c'est état d'esprit. Donc, quel conseil elle nous donne individuellement pour la poursuite de notre action en évaluation? Et tout d'abord, peut-être on va demander la parole. Après, on va passer la parole à Julie. Merci bien. C'est par rapport au but de l'évaluation. C'est vrai qu'on peut articuler deux choses, hein, les moments avec les instruments, mais je vais essentiellement parler des moments et reprendre un peu ce qui a été dit. Il y a au départ ce qu'on appelle l'évaluation ex ante. Au départ, on peut faire l'évaluation. À l'origine, c'était pour voir les chances de réussite d'un projet. C'était pronostic et diagnostic. Mais maintenant, c'est devenu carrément le but, élaborer un projet et on vous l'impose. Surtout au niveau de la Banque mondiale, hein, on vous l'impose. C'est un document de pré-évaluation, ce qu'ils appellent cadre. Hein. En cours de processus, il y a ce qu'on appelle l'évaluation en parcours, qui est une évaluation plutôt formative. Le but, donc, c'est de réorienter, de former, d'améliorer. Hein? Mais on améliore évidemment en fonction d'un certain nombre de critères. Maintenant, il y a des critères qui sont retenus, qui sont là, qui nous sont imposés. Bon, c'est quand même assez réfléchi. Quand on dit pertinence, quand on dit efficacité, quand on dit efficience, quand on dit durabilité, quand on parle d'impact, et maintenant on a ajouté le critère cohérence. Hein? Donc, pour chaque aspect, il faut essayer de voir où est-ce qu'on en est et comment améliorer, comment être plus performant. Hein? Et maintenant, enfin, c'est l'évaluation finale, l'évaluation sommative. Le but, c'est de faire un bilan par rapport à tout ce qui a été prévu. Où est-ce qu'on en est? Quel est le bilan? Et maintenant, après, des années après, on peut faire une évaluation qu'on appelle l'évaluation ex post, c'est l'évaluation rétrospective. Quel est l'impact? Quelles sont les traces restées par ce projet en cours au moment au moment de la mise en œuvre du projet? Donc là, le but, c'est carrément de voir quel est l'impact qui peut être social, qui peut être environnemental, qui peut être éducatif, etc. Voilà, merci. Merci. Et juste, avant de passer la parole à Julie pour les dernières parties de notre session, je voulais quand même ne pas oublier, remercier très chaleureusement l'équipe de César et l'équipe de CLIR, n'est-ce pas? Nous les avons beaucoup embêtés cette semaine, n'est-ce pas? Ils nous ont suivi nos travaux, ils nous ont réservé cette belle salle, ils nous ont donné un peu l'appui sur le plan technologique, ils nous ont accompagnés avec des bons conseils, etc. On ne peut pas dire vraiment trop pour vraiment remercier et encourager le projet CLIR et toute l'équipe de César, n'est-ce pas? Dans la poursuite de votre travail important, votre travail de pionnier, n'est-ce pas, pour l'évaluation dans l'espace francophone. Vous avez des programmes ici en évaluation qui datent de plus de 20 ans, n'est-ce pas, en matière d'évaluation des programmes de santé, financement de programmes de santé, évaluation des programmes de PSIA, etc. Donc, merci, grande merci au César et à l'équipe de CLIR. Je voulais dire ça, normalement on fait ça à la fin, mais parfois avec l'émotion on oublie. Je voulais juste, on ne peut pas remercier trop, et je pense qu'on va demander à Julie maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que M. Blimeva demande la parole? Oui? D'accord, donc bien sûr, c'est notre vice-président. On ne peut pas lui priver de la parole, n'est-ce pas? Mais techniquement, est-ce que c'est possible techniquement? Ouvrir la voix et puis mettre le micro. Monsieur Ba? Monsieur Ibrahim Ba? Monsieur Ba? Tu peux mettre le haut-parleur. Voilà. Monsieur Ba?
Mais merci beaucoup pour me donner la parole. Je pense que je ne vais pas beaucoup insister. C'est juste pour remercier d'abord Julie pour sa semaine de séjour au Sénégal pour travailler avec Sénégal. Et c'était un plaisir de l'accueillir. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer physiquement. Je pense que j'aurai une autre opportunité de le faire. Je tente de remercier encore, comme Yann l'a fait, Clié pour sa disponibilité. C'est un partenaire qui a toujours manifesté sa disponibilité pour les activités de Sénégal. Je pense que nous allons renforcer effectivement ce partenariat dans les prochaines semaines. Je laisserai le dernier mot à la secrétaire générale Yafa Gueye de clôturer la séance parce que justement, elle est présente, c'est elle qui doit donner le dernier mot. Je vous remercie et je remercie les participants à cet atelier en présentiel et en virtuel. Merci et bonne chance. On va prendre maintenant la dernière partie de la session. C'est un peu la question des conseils et pour le Sénégal et pour les membres présents aujourd'hui. Et peut-être je dirai un petit mot à la fin sur les dernières questions. Mais je ne peux pas traiter toutes les questions, mais on prend toutes vos questions. Merci. La parole est à Julie pour les conseils. Un dernier petit mot vis-à-vis des conseils. Avec l'association d'évaluation américaine, pour mon expérience, au moins, un des éléments que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils interrogent les membres, ils interrogent ceux qui font de l'évaluation pour identifier les capacités, mais en particulier les soft skills, qui nous sont nécessaires pour bien faire une évaluation d'une méthode éthique, équitable et culturellement et contextuellement appropriée. Et basés sur ces informations, ils sont capables de nous donner accès à des formations très ciblées sur ces besoins. Et souvent, il y a des formations qui sont libres, qui sont en ligne. Et je trouve que c'est une façon de pas seulement encourager un engagement, une communication entre les membres, mais aussi de créer des petites communautés de pratique qui sont peut-être ciblées sur des soft skills. Comme ça, on a accès à un réseau où si on doit tirer une information très spécifique ou des avis, on a accès à des personnes avec des expériences incroyables pour nous donner des conseils. Alors, de vraiment penser aux soft skills qui sont nécessaires pour pouvoir développer une culture d'apprentissage et d'évaluation, de penser à ces communautés de pratique aussi ciblées sur certains aspects. Parfois, on commence un peu grand et puis on cible un peu plus. Et de penser aussi à la flexibilité des groupes thématiques. L'organisation d'évaluation américaine existe depuis assez longtemps et les groupes thématiques ont grandi. Et puis récemment, ils ont dû rétrécir parce que... Nous avons 60, à peu près, 60 groupes thématiques. Je crois qu'on en a, bon, moi je dis 70, alors 70. Mais oui, on a beaucoup de groupes thématiques. Et il y a des moments où, en fait, on ne sait pas exactement quels sont les paramètres des groupes thématiques. Et ça devient un peu compliqué pour les membres. Et ça veut dire qu'ils doivent faire partie de plusieurs groupes thématiques, mais ce n'est pas toujours possible de s'engager dans plusieurs groupes. Alors, avoir la flexibilité d'avoir des groupes qui sont assez ciblés, mais avec des paramètres bien décrits, comme ça, nos membres savent bien engagés, mais aussi de savoir qu'il y a des moments où on doit faire une addition de nouveaux groupes thématiques et peut-être mettre à la retraite certains groupes qui ne sont plus nécessairement représentatifs de la façon dont on fait une évaluation. Alors, ça c'est des petits conseils basés sur des expériences avec l'association américaine. Et tout grand merci à Sénégal pour cette semaine d'apprentissage. Merci aussi à César pour nous avoir donné un endroit spectaculaire pour faire cette session. Et aussi à Clear et
et aussi à tous les membres de Sénégal qui sont en ligne en personne. Donc, merci. Est-ce qu'il y a un mot pour ces jeunes qui sont là? Qu'est-ce qu'il leur faut? Du courage? Je dévoile les végétariens aussi. Je ne sais pas si ça peut contribuer à une meilleure qualité de produit en matière d'évaluation. Je suis un peu tenté par cette côté-là. Être évaluatrice, c'est vraiment... Je voulais être biologiste. Et puis quand j'ai décidé que ça n'allait pas marcher parce que je n'étais pas très bonne en biologie, je me suis dit, je vais devenir professeure à l'université. Et à la fin, je suis tellement contente d'avoir découvert l'évaluation parce que c'est vraiment un métier spectaculaire où on a l'opportunité de créer des communautés d'apprentissage avec des personnes partout autour du monde, avec des perspectives complètement différentes. Ça veut dire qu'on est toujours en train d'apprendre. Ça n'arrête jamais. Et ça, c'est vraiment un privilège d'avoir une occupation où on peut créer des relations avec les communautés, avec les autres et apprendre. Et apprendre pour prendre une action, pour améliorer la vie des gens. Mais ça, c'est vraiment c'est fantastique. Merci. Je pense qu'elle a dit soft skills, donc je vais donner quelques exemples. Qu'est-ce que ça veut dire, soft skills, n'est-ce pas? Pour être bon en évaluation, il faut être diplomate. Il faut savoir comment aborder les gens, comment communiquer de manière qui peut vous bien recevoir. Il faut être un communicateur aussi, n'est-ce pas? Si vous avez des mauvais résultats de l'évaluation, etc., il faut savoir comment communiquer ces résultats, n'est-ce pas? Il faut être négociateur, parce qu'il faut parfois expliquer que telle chose n'est pas possible et qu'il faut recentrer un peu l'évaluation, n'est-ce pas? Il faut être réseauteur ou faire le réseautage, n'est-ce pas? Il faut avoir de la curiosité. Peut-être ça, c'est une soft skill, c'est plutôt une qualité. Il faut avoir une curiosité débordante, n'est-ce pas? Qui vous motive, de vouloir découvrir, n'est-ce pas? Il faut avoir l'humilité. Il faut avoir l'humilité, n'est-ce pas? Pour penser que ce n'est pas nous qui avons toutes les connaissances, toutes les expertises, mais que l'expertise est là dans la conduite des activités et vous devez avoir la possibilité d'accéder à l'expertise à l'autre et de consolider, de construire cette expertise dans une analyse de la situation. Donc, il faut avoir beaucoup de qualités qui, malheureusement, ne sont pas enseignées dans les salles de classe, où on vous donne méthode, des approches, n'est-ce pas, la certitude. Et je pense que relaxez-vous, déstressez-vous, il n'y a pas de certitude. Vous allez avoir beaucoup de questions qui vont rester ouvertes. Il faut avoir le courage, n'est-ce pas, de reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas et qu'on ne va jamais connaître. Il y a des mystères qui sont là. Il faut vivre avec l'ambiguïté. Il faut vivre avec des réponses multiples, n'est-ce pas? Et comme vous voyez, il y a des choses qui ne confondent pas exactement au modèle. Vous dites, tiens, ça c'est une expérimentation naturelle. S'il y a des gens qui sont passés par là, ils n'ont pas tous dit de procédure pour le programme, n'est-ce pas? C'est bien ça. Parce que les gens, l'être humain est plein de créativité. L'être humain va ajuster, va adapter. Vous donnez une instruction, je vous donne une instruction à tous les gens là-bas pour faire le même travail très simple, vous sortez, vous revenez le lendemain et on trouvera que vous n'avez pas suivi exactement le même chemin. Vous l'avez adapté, accordé selon votre compétence, selon la circonstance que vous avez rencontrée. Et c'est ça un peu peut-être l'autre défi de l'évaluation en Afrique, n'est-ce pas, et un peu partout. Le défi, c'est la planification. C'est la planification, la formulation de politique ne tient pas compte de la réalité, vous donne un certain nombre d'inspirations dans le ciel, avec des programmes qui ne sont pas toujours bien connectés, donc tout le monde est un peu complexé parce qu'on a des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre, etc. Donc vraiment, il y a, et je pense pour terminer, comme on avait déjà dit, l'évaluation n'existe pas en isolement. L'évaluation, c'est partie de la communauté, de la société, et de point de vue des disciplines, n'est-ce pas? L'évaluation, c'est connecté à la planification, au suivi, à la budgétisation,
n'est-ce pas, à la gestion axée sur les résultats, tout est connecté. Et il faut vraiment être biologiste. Oui, parce que le biologiste a le sentiment que les choses évoluent, qu'il y a une croissance, il y a une adaptabilité, mais il faut être ingénieur. Il faut être ingénieur avec un grand marteau compresseur pour briser le cloisonnement, briser les silos, n'est-ce pas? Donc, pour être un bon évaluateur, vous avez besoin d'être un peu de philosophie également, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, n'est-ce pas? L'évaluation, ça vous amène dans tous les sens, dans beaucoup de chemins, dans beaucoup de voies. Et pour ça, il faut être membre de Saint-Val. Parce que là, vous allez vous retrouver avec des gens qui ont des profils différents, qui ont fait le chemin différent, et vous allez apprendre les uns auprès des autres, n'est-ce pas, à l'intérieur de Saint-Val. Et à l'extérieur, vous avez accès aux associations dans vos propres pays qui sont ici, en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, au Burkina, oui, avec des associations. Nous avons des relations avec le réseau francophone d'évaluation, avec l'association africaine d'évaluation, avec l'association américaine d'évaluation. Nous avons beaucoup de contacts avec même des associations en Côte d'Ivoire et ailleurs, en Afrique du Sud, etc. Et comme je disais tout à l'heure, apprenez un peu l'anglais aussi, n'est-ce pas? Parce que même s'il y a beaucoup de bonnes choses dans le texte francophone, ceux-là ont été lancés ici, il y a aussi même plus de choses dans les textes anglophones, n'est-ce pas? Donc c'est mieux que vous soyez aussi flexible que possible au plan linguistique, au plan culturel, n'est-ce pas? Pour devenir des bons évaluateurs, des bons citoyens, des bons gestionnaires d'évaluation et des bons politiciens, pourquoi pas, n'est-ce pas? Si vous êtes plus tard parlementaire ou si vous avez fait une formation d'évaluation, vous allez être meilleur parlementaire, je suis sûr de ça, n'est-ce pas? Donc voici un peu quelques remarques pour un peu résumer. Je pense que pour les remerciements à ceux qui sont en ligne, n'est-ce pas? Et je pense que je vais donner la dernière parole, n'est-ce pas? D'accord, ok. Sauf si Julie intervient. Ah bon, merci. Oui, peut-être une particularité en Afrique que nous avons rencontrée. Parfois que les Européens n'apprennent pas très bien. Quand on fait de l'évaluation, c'est cet aspect de sacralité, de tabou. On a eu à évaluer un programme de gestion de ressources naturelles. Les gens comprennent difficilement quand on dit bois sacré, quand on dit qu'il y a des génies dans ce poste et autres. En fait, au niveau des populations, c'est une façon de préserver. C'est pour préserver. Il n'y a pas de génie en réalité, mais ce sont les anciens qui se rencontrent, ils savent que ce sont les femmes et les jeunes qui vont abattre les arbres pour faire des fagots de bois et autres. Alors, ils décident de préserver certains périmètres en parlant de bois sacré ou en parlant de présence de génie et autres. Et là, je crois que c'est important à comprendre dans la mentalité africaine. Il y a cet aspect de sacralité qui intervient quand on fait de l'évaluation. Bon, maintenant, il y a peut-être, tout le monde a parlé. On doit remercier, il y a Ibrahima qui veut donner la parole à l'autre, alors que Malamine m'avait demandé de gérer le processus. Hein? Ok, nous allons passer donc à la clôture. Je crois que tout a été déjà dit. Nous allons remercier Julie pour son expertise. Elle a joué un rôle d'expert. Remercier Yann qui a assuré la modération de façon magistrale. Remercier tout le monde, Yann l'a déjà dit, tous ceux qui sont en ligne et tous ceux qui sont déjà présents. Julie a remercié le César. Nous allons, bon, je ne vais pas répéter tout le monde. J'ai été satisfait, ça a été très court, 2 heures de temps, peut-être ou un peu moins, je ne sais pas, nous allons tarder à démarrer, mais je crois que ça a été intéressant et les échanges ont été assez bons. Donc, merci à tout le monde et j'espère que nous allons tous nous revoir un jour et nous allons lever la séance.